La conscience éclairée, une série de podcasts pour aider à s'extraire des pièges de la matrice sans difficulté. Présenté par Arwen de la Réau. Bonjour mes amis, eh bien voilà, donc Arwen de la Réau avec vous pour un nouveau podcast. Il y a très longtemps que je vous en ai pas fait, des podcasts individuels. Je voudrais revenir aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur parce qu'on a fait récemment une émission avec Julien Onfray. On a fait une émission commune sur la libération de l'esprit des animaux. Évidemment, c'était très dense, c'était très riche, très complet. Et sans doute que moi, j'ai estimé que beaucoup de choses n'avaient peut-être pas été forcément... De toute façon, c'est jamais exhaustif, on ne peut pas tout régler, bien évidemment. Donc, si vous voulez, j'ai eu envie, j'ai eu à cœur de refaire quelque chose pour mon compte personnel en donnant peut-être un autre regard sur ce qu'est le rapport de l'être humain face au règne animal. Alors c'est un extrait, en fait c'est une lecture, je vais la commenter bien évidemment, c'est une lecture qui correspond à un extrait, toujours pareil, ce livre dont je vous ai parlé et dont j'ai fait d'ailleurs des podcasts à propos d'autres sujets. Donc c'était un extrait de l'imposture humaine. Bon, ce livre va ressortir l'année prochaine sous d'autres formes, c'est-à-dire que je vais le corriger, je vais faire beaucoup de nettoyage dedans, je vais le remettre au goût du jour, et puis parce que c'est quand même quelque chose que j'ai écrit il y a 15 ans, hein, donc il faut peut-être un petit peu réactualiser certains domaines, mais enfin bon, voilà, je vais vous parler aujourd'hui donc de ce que je ressens par rapport à ce que j'aimerais bien que l'humanité puisse saisir pour se rehausser elle-même par rapport à ce qu'elle vit par rapport au règne animal. Et je répète ce que j'ai dit dans l'émission, que on voit l'évolution d'une société à la manière dont elle traite ses animaux, et que lorsque l'être humain considérera que tuer un animal, c'est un crime au même titre, que tuer un homme, et bien là, on aurait fait un grand pas. Vraiment, on aura fait un très grand pas. Parce que pour l'instant, il y a un côté spécisme, c'est-à-dire que non seulement l'être humain se sent il se sent supérieur, mais en même temps, il fait des classements dans les catégories d'animaux. Les animaux qu'on pourrait tuer tranquillement, les serpents, les araignées, les fourmis, etc., etc., et puis, ceux qu'on tue parce qu'on les mange, donc c'est encore autre chose. Et puis, donc c'est assez moche tout ça, parce que finalement, c'est encore faire des cadres, des étiquettes, des séparations, et puis c'est pas juste, pas du tout juste. Voilà mes amis, donc l'être humain et l'animal, j'avais commencé ce chapitre en disant que l'absence de sensibilité aux souffrances que l'on a soi-même subies explique que l'on reste plus tard aussi étonnamment sourd aux souffrances des autres et des autres êtres humains, mais c'est hélas aussi ce qui explique en même temps le fait que l'humain reste aussi étranger à la souffrance animale. Lorsque l'homme souffre, ça se voit et ça s'entend. Il exprime sa douleur physique et morale à travers une multiplicité... décidément, je vais bafouiller. Il explique donc sa douleur physique et morale à travers une multiplicité de gestes, de mots et de sons. Et la souffrance animale, elle reflète la nature du chemin que chacun parcourt. J'ai déclaré à maintes reprises que l'homme crée sa souffrance et l'entretient dans l'unique but de s'en affranchir un jour. La souffrance animale, elle procède d'une toute autre source, c'est-à-dire que le monde animal est régi par un principe collectif,
Mais surtout et de plus en plus, encore que ces composants soient distribués individuellement pour chaque espèce, mais on voit de plus en plus que le règne animal, le comportement humain déteint sur le règne animal et principalement sur certaines espèces domestiques, puisque vous avez des animaux domestiques aujourd'hui qui commencent à avoir un comportement humain, qui ont également des comportements psychologiques humains, avec l'expression de ressenti jusqu'à développer des maladies humaines. Et c'est de plus en plus qu'on le voit, ça. Ça modifie le caractère dans une espèce. Alors, à la différence de l'homme, l'animal est en contact et en accord permanent avec la conscience universelle qui l'abrite dans son corps, comme nous. Parce que les animaux ont une âme, bien évidemment, et une conscience très différente de celle que l'être humain croit. Alors c'est elle, cette conscience universelle, qui précisément accompagne les grands mouvements migratoires, par exemple. C'est elle qui donne à l'animal ses prémonitions, la prescience de ce qui demeure invisible pour l'homme, le ressenti de ce que pensent les humains aux côtés desquels il vit, la perception des intentions humaines avant qu'elles ne soient manifestées, et la conscience du soin qu'on leur administre ou des ingressions qu'on leur oppose. C'est encore ce même principe qui les guide et les oriente s'ils sont perdus, abandonnés ou en fugue. Au cours de ces dernières années, les transformations énergétiques sur Terre ont généré des courants perturbateurs pour certaines espèces animales qui se dirigent en bande à partir de leur sonar naturel. Et parce que l'animal se situe constamment en prise directe avec l'énergie et en subit les variations, on aura eu la surprise de découvrir des phénomènes inexplicables tels que des échouages de baleines et des chutes mortelles d'animaux, enfin d'oiseaux surtout, tombés par centaines, alors qu'ils étaient en pleine santé au même moment, au même endroit. Des bancs entiers de poissons également qui meurent quelquefois de façon incompréhensible sur une même zone, hein, des bancs entiers qu'on voit sur les rivières, hein, des poissons complètement le ventre à l'air, là c'est terrible. Alors, bon, c'est pas une révélation que de dire combien, depuis toujours, l'homme s'est senti supérieur à l'animal. Je vous répète que ça s'appelle le spécisme. Vous irez voir, si vous ne connaissez pas ce mot, vous irez voir spécisme. Hein, c'est le même mot qui s'est articulé sur sexisme, hein, à partir de ce qu'on fait de la sexualité, le sexisme, hein, ce qu'on va axer sur la sexualité. Eh bien, le spécisme, c'est pareil, c'est comment on va axer notre regard à partir des espèces. Bien. Chaque fois que l'homme se croit en position favorable par rapport à un autre être vivant, sans risque de retournement, eh bien, il frappe, il blesse, il utilise, il tue. Et ça non plus, c'est pas un scoop. C'est-à-dire que même s'il n'est pas violent, vraiment, en tout cas, il va chercher à dominer. Et à dominer pour avoir le dessus, pour se sentir respecté, soi-disant, pour se sentir obéi. Il faut voir hein, comment les gens parlent à leurs animaux. Bon, ils font pareil avec leurs enfants, vous allez me dire. Mais enfin, bah oui, c'est ça. Dès que l'être humain se sent supérieur à un titre ou à un autre, bah, il en use de mauvaise façon. Alors ainsi, ben, on chasse et on pêche, on tue pour le plaisir, on maquille ensuite ces actes de sous-homme en gestes écologiques. Un grand nombre d'espèces sont éteintes ou en voie d'extinction à force d'avoir été la cible de massacres barbares. Et dans le prolongement de cette idée, on sait qu'à l'avant-veille des ouvertures de chasse, les fédérations concernées ont l'obligation de repeupler les campagnes en gibier quasi domestique, tant les ravages opérés ne
saurait plus s'apparenter à la préservation des équilibres de la faune sauvage, et vous avez naturellement des pauvres petits perdreaux ou des pauvres petits faisans qui sont là complètement hébétés au milieu de la route et qui, le jour de la chasse, vont se tourner vers le chasseur en disant sur quel pied tu veux que je me mette, est-ce que je suis à la bonne distance de ton canon, enfin bref. C'est moche, c'est vraiment moche. Sans compter les parties de chasse, comment dirais-je, les fameuses chasses en cours. Alors j'aime beaucoup. Attention, chasse en cours. Attention de quoi? C'est eux qui doivent faire attention. Parce que quand ils sont en battu, là, le long de la route, alignés avec leur gilet orange là, de travaux de territoire, là, avec le fusil à la main, vous passez. Alors, bon, autrefois, je m'arrêtais au milieu, puis je leur disais, mais alors, ton sanglier, il arrive, là, qu'est-ce que tu fais? Tu me tires dans la voiture? Tu me tires dans les pneus? Tu fais quoi? Tu me tues avec le sanglier? Bon, évidemment, maintenant, je m'abaisse plus à ça, parce que dans le temps, je rentrais en guerre, mais j'avais 35 ans, 40 ans, j'étais folle. Maintenant, c'est fini. Je suis, voilà. Mais bon, c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Donc, nombre de parties de chasse préconisées et pratiquées par de grands primitifs jusque dans les plus hautes sphères gouvernementales. Donc, c'est normal puisque c'est des archontes, hein, on va pas se mentir là-dessus. Toutes ces parties de chasse sont donc organisées chaque année à l'image des esprits participants, c'est-à-dire incontrôlées, aveugles, monstrueuses et sadiques. On s'accroche encore très fort au rituel de la chasse à courre. Alors c'est une activité d'une très grande cruauté évidemment, dommage que sa représentation visuelle soit aussi attractive quelque part. Hein, j'ai peine à le dire, mais c'est vrai qu'il y a un certain panache dans tout ce cérémonial des tenues des chevaux, les meutes de chiens, le son des corps, mais bien évidemment que je désapprouve totalement cela et que je préfère la version allemande où on envoie les chiens courir après un leurre. Et donc au final, eh ben, tout le monde a passé un excellent moment, les chiens se sont bien amusés, les cavaliers sont ravis d'avoir couru avec leur monture, elles-mêmes très heureuses d'avoir fait du galop, et ben, il n'y a ni souffrance ni mort, et il ne subsiste que le panache finalement. Mais bon, ça c'est encore un autre dossier. Autrefois, l'homme chassait pour se nourrir. Les moyens et les armes dont il disposait laissaient à la proie une chance de survie, au moins équivalente à celle de n'importe quel gibier face à un prédateur naturel. Aujourd'hui, les boucheries des pays industrialisés sont pleines, elles abondent et regorgent de quartiers de cadavres, de viande sanguignolante pour attiser l'appétence des bouffeurs de bidoches, comme je les appelle. On n'a théoriquement plus besoin de chasser pour assurer sa pitance, mais on continue néanmoins à tirailler sur tout ce qui bouge, y compris d'ailleurs les chats, à défaut de lapins, et aussi le bétail domestique. Hein, ce sera jamais qu'une simple erreur au final, et tout le monde va entériner le dossier. Voilà, j'ai vu récemment un fait divers où les chasseurs avaient tué le chien d'une dame qui se promenait avec son chien dans les bois. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peine, on paye des impôts locaux comme tout le monde, et pourtant le jour de la chasse, c'est le Vietnam. Hein. Attention, quand ils sont partis dans leur truc, ils savent plus sur quoi ils tirent. Donc bref, ils ont tué le chien. Et la question à 2 francs qui a été posée, c'est est-ce que la dame tenait son chien en laisse? Autrement dit, est-ce que c'était réglementaire ou pas la mort? Enfin bref. Non mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie pure. Donc tout ça, bien évidemment, mes amis, ça va se terminer. Ça va se terminer quand il y aura plus de demandes, quand il y aura plus d'approbation, quand il y aura plus de gens qui prendront leur carte de chasse et leur permis de chasse, etc. Bon, tant qu'il y aura des gros machins là, bien 3D, bien néandertaliens, ça continuera. Mais c'est pas grave. Il faut savoir que les animaux savent. Ils savent.
ça fait partie de toutes ces choses abominables, hein, et il n'y a pas que ça, bien évidemment, toutes ces choses abominables qu'on voit et qui sont là pour nous dire « vous n'êtes pas cela ». Et pour éveiller l'esprit des autres qui ne veulent plus cela. Voilà. Alors évidemment, on s'habille en treillis militaire avec accessoires de commando pour tirer sur des petits oiseaux qui, une fois plumés, vidés et cuits, n'atteignent même pas dans l'assiette le volume d'un poing d'enfant. Mais la poussée d'adrénaline, hein, la jubilation qu'on ressent jusqu'au creux des glandes salivaires, quand, de sa propre volonté, on arrête brutalement la vie en pleine course ou en plein vol, ça, c'est un vrai plaisir viril. Et seul un homme, entre guillemets, peut comprendre. Enfin, seuls les draco-reptiliens atteints d'un syndrome néandertalien d'impuissance, déclaré ou latent, ou d'infantilisme persistant, seuls ceux-là, évidemment, font partie de ces fameux chasseurs. Il reste encore à signaler qu'on pénalise ou interdit ce qui tue, la drogue, le tabac, l'alcool, les excès de vitesse au volant, machin, tout ça, le port d'armes, évidemment, et leur usage privé, sauf dérogation, mais bizarrement, on n'interdit pas la chasse. Hein, voilà. Puis quand il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un avec un fusil, c'est jamais qu'un accident. La chasse qui, tous les ans, décime tranquillement les promeneurs, les autres chasseurs et les animaux domestiques, sans compter les chasseurs sous emprise d'alcool, qui mitraillent dans les jardins ou dans les volets des maisons isolées, ça c'est vu, hein, voilà. Donc on chasse en dehors des horaires et des jours autorisés, on se livre à la chasse au phare avec des quads, on chasse dans les prairies sans tenir compte de la présence d'animaux domestiques, on enfonce les clôtures parce qu'elles gênent le passage des chiens, on oublie, entre guillemets, de refermer les barrières. Alors on nous répond il existe de vrais chasseurs, pas des viandards, ceux qui tuent au kilo sans rien respecter. Non, les autres, ceux qui se contingentent et qui aiment la nature. Ah d'accord, et s'ils aiment tant la nature, pourquoi ne s'y promènent-ils pas munis d'un simple bâton de marche ou d'un appareil photo éventuellement? Pourquoi ont-ils besoin d'un fusil ou d'une carabine pour aimer la nature, si ce n'est pour aimer la nature morte? Tout simplement. Alors, lorsqu'on aime la nature, on l'admire, on la protège, on la respire, on la vit, on la laisse emplir tous les sens de l'être. Enfin, à mon avis. Regardez, mes amis, le petit soleil blanc d'un matin d'hiver, irisant les champs encore endormis sous une petite fine brume, la goutte de rosée délicatement posée sur un bijou, sur les pétales, comme un bijou elle est posée, cette goutte de rosée, sur les pétales alanguis d'une églantine, ou encore la toile d'araignée vibrante et tenace, suspendue dans un taillis, ou encore aussi la majesté d'un arbre pluricentenaire trônant au milieu d'un pré, abritant sous sa généreuse ramure la sieste d'un troupeau. Et là, on entend presque le son des insectes en même temps, et la chaleur. Et puis, il y a aussi la si singulière tonalité des peupliers au bord des petits cours d'eau qui emportent avec eux tous les états d'âme. J'adore le son des peupliers. C'est très cristallin. L'incomparable éclat du tranchant d'un soleil bleu sur la rouille de l'automne. Le vol furtif d'un passereau et le ramage ininterrompu de tous les autres. Le clapotis de l'eau rebondissant sur des cailloux ou un petit barrage naturel de branches au milieu d'une rivière, le soleil qui joue à cache-cache dans les feuilles, tandis que bourdonnent les insectes dans la chaleur sirupeuse d'un bel été. Quand les seuls bruits alentour proviennent des pâturages, ou peut-être des aboiements joyeux d'un chien dans le lointain. Le parfum de la terre fraîche, le parfum de cette terre fraîchement remuée, celui des premières pluies faisant s'exhaler les mélanges suaves des profondeurs du sol, celui de l'humus mêlé aux champignons, les parfums de l'humidité sur la pierre
recouvertes de lierre, et ceux des herbes folles que l'on vient de faucher. Les premiers brûlots de jardin, le parfum des premiers brûlots de jardin, c'est inouï ça. Les fleurs sauvages du printemps, tout ébouriffé dans les fossés à nouveau foisonnants de chaque côté des toutes petites routes, des malicieuses petites routes étroites où des touffes d'herbe relèvent la tête au travers des crevasses du goudron. Vous savez, ces petites routes où il n'y a pas deux voitures qui peuvent se croiser là dans les campagnes. Les courbes apaisantes des régions de bocage, ce camailleux de verre qui varie tous les jours, cette épine blanche ou ce sureau qui n'était pas fleuri hier et qui demain éclaire toute la haie. Et puis, par-dessus tout, entendre les corbeaux, les pies, un jet pressé, un pinson gourmand dans la fruitière, un merle mécontent d'avoir été dérangé, une buse en chasse, un vol de grues ou d'oies sauvages. Eh oui, mes amis, lorsqu'on aime la nature, le spectacle attendrissant d'une famille de lapins de Garenne aux 1000 cabrioles, ou l'émerveillement devant celui de gros gibier, affectionnant les heures fraîches pour se délecter en toute sérénité des meilleurs plants d'herbe à l'orée du bois, tout cela ne vous inspire jamais l'envie d'asséner une décharge de plomb dans les organes vitaux des animaux qui la peuplent. C'est ça, aimer la nature. Cependant, il y a pire que l'acte mortel. Il y a celui de la torture. Le geste qui ne tue pas, ou bien alors le plus lentement possible. Il y a ces tueries au cours desquelles on abat, pour ne prendre qu'un morceau de la bête, des cornes, des défenses, des peaux. En vertu de supposées propriétés aphrodisiaques ou décoratives, enfin des attrape-nigauds, pour rester courtois, aimable, poli. Les braconniers imbéciles, pléonasme d'ailleurs, braconniers imbéciles, n'ont même pas le courage, la pitié ou la simple humanité d'achever leur victime agonisante et ensanglantée avant de quitter les lieux. Il y a ces chasses à la baleine, sordides, abjectes, reflets fidèles des imprégnations pariétales du mental primitif, stipendiées et ordurières, plantées dans les plus sombres recoins du cerveau reptilien, commune à une humanité en sous-développement émotionnel. Il y a d'innombrables dépeçages à vif, et ces innommables gestes. On tue ces bébés phoques, et là, j'ai vraiment plus de mots. On tue pour le plaisir, pour la violence du geste. On enlève un œil, on arrache une oreille, on anéantit des espèces, on les étripe vivantes pour revendre à prix exorbitant dans les restaurants de la décadence un morceau de viande, un fragment d'aile de requin, quelques grammes de thon rare. Mais ce ne sont pas là non plus les seules atrocités. Tout le monde connaît l'existence de la vivisection, les expériences récurrentes et replongées dans l'horreur en laboratoire sur des animaux vivants. Exemple, ce petit singe couvert de boutons, de croûtes, de protubérances, perclus de douleur, sous une peau dont les poils sont tous tombés depuis longtemps, mais sur lequel on teste encore et encore des produits. Des peaux purulentes, des yeux qui pleurent, des êtres qui tremblent. La vision de ce qu'on y trouve est proprement insoutenable, ces animaux qui hurlent durant des journées entières sans pouvoir s'arrêter, des animaux qu'on a rendus fous, auxquels on a volontairement inoculé les virus de maladies rarissimes ou implanté les ferments de pathologies dégénératives. Les motivations demeurent grotesques et sans fondement, qui ne puissent être substituées à d'autres méthodes de recherche plus dignes. Et le plus souvent, c'est aussi les produits de beauté, les produits de parfumerie. Le sort qu'on réserve aux animaux domestiques n'est guère meilleur.
Ah, dans cette catégorie, on administre une souffrance instillée au jour le jour, au goutte à goutte. Il a fallu que je quitte Paris il y a des années, oui, il y a très longtemps, et que je vienne définitivement m'installer au milieu rural. Donc c'était au début des années 90, pour m'apercevoir à quel point les animaux y sont là plus qu'ailleurs, particulièrement mal aimés et encore plus maltraités. L'animal y est considéré comme un outil, un objet de rapport, et puis un point c'est tout. On le nourrit pour qu'il engraisse, mais on le traite avec mépris, au mieux indifférence, comme s'il ne ressentait rien. On le balance d'un lieu à un autre, comme on jetterait un râteau ou une pioche. On le pomponne à la veille d'un concours agricole, quand même. Mais au quotidien, il conserve accroché à son pelage la boue séchée et les résidus d'excréments dans lesquels on le laisse dormir. On observe également des choses sordides et méprisables dans les grands élevages en batterie. Je passe les détails parce que, regardez ne serait-ce que les poules pondeuses, par exemple, entassées les unes sur les autres, se mutilant mutuellement, qui finissent sans pattes, déplumées, sanguignolantes, mais qu'on oblige encore à produire les œufs, premier choix, tout frais du jour, parmi les cadavres de celles qui sont mortes étouffées, piétinées, et qu'on enlève quand on a le temps. Idem pour les porcs qui se montent dessus, se bagarrent, se mordent et souffrent en permanence. Les truies qui ne peuvent même pas, elles n'ont même pas la place d'allaiter. Elles sont séparées des petits. Il y a des espaces grillagés pour que les petits puissent toucher les tétines. Et la truie, elle ne peut plus bouger. Les tétines, forcément, dépassent le grillage pour que les petits... C'est une atrocité. Je passe les détails aussi des écuries de poulinage dans ce viol permanent des juments qui n'ont pas la place de se défendre. C'est du viol, d'ailleurs c'est du viol pour les deux, c'est pour le mâle aussi, c'est pareil. Alors dans les campagnes, bien souvent, on soigne quand on ne peut pas faire autrement, et uniquement parce que perdre une bête, c'est perdre de l'argent. On enferme, on encage, on bat, on attache. L'humain se comporte comme l'enfant en manque sévère de présence et d'attention, qui pour cette raison frappe sa poupée ou arrache les yeux du nounours, comme ça, sans y réfléchir, juste parce qu'il faut qu'il se défoule. Des chiens, évidemment souvent de chasse, qui sont toute l'année détenus dans des cours grillagés d'une surface ridicule, le plus souvent exposés à toutes les intempéries. Ils n'en sortent que pendant la saison festive de la sacro-sainte chasse, c'est-à-dire en principe 2 jours par semaine, 2 jours du lever du soleil à son coucher, mais c'est trop dire. Tout est négociable. On adapte aux convenances de chacun. En période de chasse, il n'est pas exceptionnel d'entendre tirailler n'importe quand, même avant que le jour se lève ou à la tombée de la nuit, alors qu'il est devenu impossible de distinguer aucune forme à portée de canon. On transporte donc ces pauvres chiens sur les lieux de la déprédation armée, entassés dans des fourgonnettes ou même pire, dans des coffres de voitures. Il existe aussi de petites remorques prévues à cet effet, où l'animal est plaqué au plancher, ressent toutes les vibrations du bitume, en respirant à plein poumon les gaz d'échappement. Mais on s'en fout, au ligue chiens. Le reste du temps, ils sont là, condamnés dans des chenils improvisées, à regarder derrière les grilles et à patauger dans leurs excréments. Et si quelqu'un s'inquiète et interroge sur les conditions d'insalubrité ou d'exiguïté dans lesquelles on détient un animal ou plusieurs, lesquels parfois se querellent pour le partage d'une maigre nourriture, eh bien on lui répond « Oh, il est bien là, il est tranquille, ça lui suffit. Il a de quoi boire et manger, de temps en temps il sort. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, ça n'est qu'un chien ?» Ce à quoi je rétorque toujours « Vous savez pas, moi je vais vous mettre aussi, vous enfermer là dans une petite pièce de 3 mètres sur 2, et encore. Je vous apporterai un repas par jour. J'enlèverai vos déjections quand mon agenda me le permettra. Mais vous aurez la télévision. Et puis vous sortirez de temps en temps, accompagné et surveillé, bien évidemment. Si vous êtes malade, on fera venir un médecin, mais vous serez bien. Plus de soucis que du repos, presque la vie de château. Vous en pensez quoi ?
Autre exemple, celui de cette jument qu'on laisse pouliner seule dans un champ et dont la mise bas sans assistance se passe mal. Quelques jours plus tard, on trouvera le poulain mort encore attaché au cordon ombilical, lequel s'est enroulé plusieurs fois autour du corps de la mère. Sur une décision de dernière minute, on portera secours à la pauvre bête clouée au sol, épuisée d'avoir traîné ainsi son bébé par le cordon dans la souffrance mutuelle. Ce que j'éprouve en décrivant ces scènes est inénarrable. Il existe des choses indémontrables que les mots ne peuvent pas expliquer. Parce que, même avec les mots justes, l'humain ne comprendrait pas. S'il était capable de saisir l'extrême subtilité de cette douleur exquise, alors il n'agirait plus de la sorte. On n'aurait même plus besoin des mots. On a tous connu des histoires bien sordides de la maltraitance animale. Malnutrition, mauvais soins, manque d'hygiène, exposition forcée et sans abri à toutes les sortes de temps, non-respect des besoins essentiels correspondant à une espèce ou à une race, des abandons de chiots qu'on expulse par la portière d'une voiture lancée à pleine vitesse, comme d'aucuns lancent des papiers gras ou des canettes de bière, sans oublier le nombre incalculable de fois où des décervelés totalement, car il faut l'être au sens propre pour se comporter ainsi, préfèrent noyer chaque portée de chiot ou de chaton plutôt que de faire stériliser leur animal. Ceux-là choisissent la noyade, d'autres entassent des bébés dans un sac en plastique dans lesquels ils sont asphyxiés avec de l'éther. Et encore, il y a pire. Des chiens, des chats qu'on ligote et qu'on leur entoure le museau avec du scotch et on les enferme dans des sacs et on les laisse comme ça, le long de la route. Des chiens ou des chats qu'on ligote aussi au pied d'un arbre en forêt avant de s'éloigner pour toujours. Des chats, des chatons, des chiots jetés dans le fond d'une poubelle. Le couvercle se referme sur leurs ecchymoses ou leurs plaies encore béantes. Un jour, je me suis étonnée de voir autant de chats errants aux abords d'un centre de recyclage de déchets dans ma région, et l'agent de service de l'accueil m'a répondu « On a fini par prendre l'habitude de les nourrir et de les faire stériliser, on n'a pas le choix, ils arrivent avec les poubelles. » Il y a aussi l'animal qu'on attache sur un balcon avant de partir en vacances. Il pleure, il tremble, il se lamente. Il attend désespérément que quelqu'un ou quelque chose d'inconnu vienne le sauver. Et faute d'aide ou de soins, il finit par se pendre. On a tous un jour eu connaissance de ces affaires sans nom parce qu'elles sont inqualifiables et sans responsable parce que tout le monde s'en moque. La servitude, l'intolérance et la haine que les hommes cultivent les uns envers les autres s'adressent forcément aussi aux animaux, sans que personne ne bouge. Il y aura toujours un abruti de service pour vous lancer avec ferveur sa conviction profonde. On n'a déjà pas de quoi soulager la misère humaine, alors les animaux, ça peut bien passer au second plan. Moi, je m'occupe d'abord des gens, et puis surtout des enfants. Les animaux, je m'en fous. Eh oui, les combats de coqs, les combats de chiens, les lancers d'ânes du haut du clocher de l'église, les férias et bien évidemment les corridas. Partout dans le monde, on maltraite l'animal pour jouer. La torture est récréative. Pourquoi le cheval rue si bien dans les rodéos? Mais parce qu'on lui a ligaturé les parties génitales jusqu'au sang. Cela finit toujours par la même phrase. C'est pas grave, après tout, ce n'est qu'un veau, ce n'est qu'un mouton ou un chat, etc. Sans cesse, on banalise le condensé de l'horreur parce que ce n'est qu'un animal. Des automobilistes se félicitent d'écraser le petit animal qui n'aura pas pu ou pas su à temps s'enfuir. Certains d'entre eux dévient même leur trajectoire pour aller sciemment tuer un serpent, par exemple. D'autres roulent allègrement sur le cadavre d'un chat déjà aplati des centaines de fois, parce que tout le monde a roulé dessus sans y prendre garde, et surtout parce que les humains concernés, les gardiens en principe, ne sont même pas venus le ramasser.
L'homme a oublié qu'il appartient à une seule et même chaîne de vie. La torture gratuite qu'il inflige aux bêtes pour se défouler l'enterre encore davantage dans l'obscurantisme, d'où la plupart n'a pas encore essayé d'émerger. On conduit le bétail à l'abattoir, comme des suppliciés. L'on ne se contente pas de l'amener à la mort, on le persécute jusqu'au dernier instant. On transporte les animaux entassés les uns sur les autres jusqu'à provoquer des mutilations ou des pertes. Lorsqu'un camion passe à proximité, il faut entendre les hurlements de douleur des bêtes qui s'entrechoquent malgré elles, ou les plaintes affolées des bovins, des porcs. Si l'une d'entre elles termine le voyage avec un ou plusieurs membres cassés, on la forcera quand même à sortir du camion en rampant, et on la dirigera sur le même mode jusqu'au point d'abattage, en la frappant s'il le faut pour qu'elle avance malgré tout. Je l'ai vu de mes yeux. Cela vous marque à vie. En principe, le coup fatal par étourdissement est censé être assez rapide, mais la mort n'est pas instantanée. Ça dure encore quelques minutes. Et donc il n'est pas rare de constater que des animaux soient dépecés alors qu'ils ne sont même pas encore tout à fait morts. On en retrouve certains accrochés la tête en bas, encore agonisants. C'est sans parler des tueries barbares rituelles par égorgement pour viande halal ou cachère. Les gestes ne sont pas obligatoirement pratiqués par des professionnels compétents. Le courant des maladresses charrie les pires horreurs. L'animal met environ 14 minutes pour mourir dans des convulsions indescriptibles assorties de l'effondrement de ses défenses immunitaires. Toutes les contaminations sont possibles, mais cette manière d'opérer est déclarée pure pour le religieux. Globalement, la réalité des techniques d'abattage des animaux de boucherie est effroyable. En décembre 2016, afin d'y recueillir les preuves de maltraitance inouïe et de violences volontaires perpétrées sur les animaux au moment de leur abattage, des militants de l'association L214 avaient placé des caméras dans les locaux d'un abattoir à Oudan, en région parisienne. Ces personnes avaient notamment pu filmer l'odieuse pratique de l'étourdissement de porcs conduits dans des puits remplis de CO2. La méthode consiste à supprimer l'oxygène dans l'air. Elle provoque des brûlures internes, une mort lente et douloureuse par asphyxie. Les images faisaient clairement apparaître l'extrême souffrance des bêtes qui hurlent, se débattent et se blessent lourdement en se jetant contre les murs, cherchant une sortie pour s'échapper. Notre monde tourne à l'envers, dit-on, c'est bien pire que ça. Démonstration est faite. Quand la direction de l'abattoir porte plainte pour violation de la propriété privée. C'est inouï d'entendre ça. Le 4 septembre 2017, Le Monde n'a manifestement toujours pas rétabli le bon sens dans sa rotation. La justice, entre guillemets bien évidemment, soutiendra la plainte déposée par le directeur de cet abattoir crapuleux et condamne l'association L214 à 15 000 € d'amende, dont 10 000 avec sursis. Le juge s'en sera donc tenu au droit, puisque la pratique est légale. Entretenir le souvenir de l'ignominie que fut l'usage des chambres à gaz dans les camps de concentration n'aura donc par conséquent pas servi uniquement à entériner des pratiques dont la destination rend l'homme moins coupable. Sur une chaîne de radio nationale, un journaliste annoncera le verdict en précisant bien, je cite, « L'association a été incriminée pour avoir voulu combattre des faits qu'elle estimait condamnables. » Enfin bon, les médias, on sait ce que c'est, on sait comment c'est composé, et on sait par qui c'est dirigé. Bien sûr, le monde n'est pas prêt à être végétarien, et on ne lui demande pas d'ailleurs. Mais même si on sait que produire 1 kilo de céréales coûte infiniment moins cher que produire 1 kilo de viande.
Cela, comme le reste, viendra de soi-même en son temps avec l'évolution. Mais dans l'immédiat, il serait juste quand même souhaitable que l'homme respecte l'animal dont il s'apprête à consommer la chair. Chez les anciens, certaines peuplades remerciaient l'animal qu'ils venaient d'abattre proprement pour le sacrifice que la bête avait consenti afin que l'homme se nourrisse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a encore des gens qui vous soutiennent qu'ils vont manger l'animal, mais qu'avant de le manger, ils le glorifient, ils l'honorent. Et forcément, leur conscience, bien entendu, est sauve. Aujourd'hui, l'on se satisfait que le vétérinaire appose son cachet de validation sanitaire précédant la vente au public, et pourtant, les viandes ainsi traitées sont toutes impropres à la consommation en raison des toxines de stress et de peur répandues partout dans la chair, provoquant un empoisonnement radical dont on taira les méfaits au profit d'une publicité pour viande premier choix ou encore veau élevé sous la mer, etc., etc. Les aberrations, c'est malheureusement pas exhaustif. Voilà, on va déclarer qu'on va honorer l'animal et du coup on est tranquille. Mais ça c'est comme le mec qui viole sa femme abondamment et puis qui dit elle aime ça, elle rouspète comme ça, mais en fin de compte elle aime ça. J'honore ma femme, hein, bah oui bien sûr. Les archaïsmes persistants de notre époque continuent d'être un frein puissant à ce que l'homme décide de se comporter comme un être respectable ou non, et non plus comme une brute épaisse dans bien des domaines. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, d'abattre les animaux sur les lieux d'élevage sans violence ni angoisse? Les transports n'auraient plus qu'à véhiculer des bêtes vivantes. Il n'aurait plus à véhiculer des bêtes vivantes. Ce système pourrait parfaitement être remplacé par des camions frigorifiques acheminant des denrées périssables. Cela nous épargnerait entre autres la vision épouvantable de bestiaux paniqués suffoquant dans un camion stationné en plein soleil sur le parking du café des routiers pendant que le chauffeur fait sa pause en sirotant son petit verre. À tous ceux qui souhaitent des changements, on répondra en termes de coûts et d'économies de je ne sais quoi, pour finir par renoncer et par prononcer la fameuse petite phrase « Oh les pas grave, oh le sang d'eau bestiaux ». Tout ceci ne détournera personne des festoiements du dimanche. Beaucoup continueront à savourer les recettes régionales qui autorisent à tout, puisque dans le cochon tout est bon. D'ailleurs, comment aurait-on autrement le courage de regarder et d'avaler autant de chair morte? Le bon Quidam commande sa viande cuite au bleu, et devant son assiette bien appétissante, il n'entend pas tous les gémissements désemparés, il ne perçoit plus le bruit sourd des coups qui se portent aux entrailles, ni les angoisses et les crispations des laboratoires de la mort, des champs de l'extermination. Tout, entièrement tout, s'engloutit sous la sauce. C'est bon la barbaque, c'est sain. Remarquons comment le monde animal tente d'alerter l'humain à propos des excès de l'exploitation, de l'aveuglement et de la chosification, de la brutalité morale qui lui sont réservées. Épisodiquement, les espèces développent des pandémies, altérant la chaîne du commerce abusif et frelaté dont elles font l'objet. Il y a eu la myxomatose, l'épizootie de la vache folle, les scandales sur les viandes porcines et caprines, les affaires de viande de cheval vendue pour du bœuf, la grippe aviaire, etc. Mais quand l'humain va-t-il enfin comprendre? Croyons-nous vraiment que la douleur soit si différente selon qu'on est un bœuf ou un prisonnier d'un univers carcéral? Croyons-nous vraiment que le ressenti de la souffrance et du désarroi ne soit pas identique selon que l'on est un chien abandonné ou un SDF? Le renard que l'on piège et qui a un membre sectionné endure le même mal que l'accidenté de la route dont la jambe est broyée dans la tôle. L'être humain crée son mal
Mais lorsqu'il est en mauvaise posture, il peut raisonner. Il est doué de cette faculté à pouvoir s'en abstraire aussitôt qu'il élève son niveau de conscience. C'est en cela qu'il se différencie de l'animal. C'est aussi cela qu'il a dévoyé dans son sens, en s'imaginant qu'il était supérieur. L'animal, lui, subit la situation que l'homme lui inflige. Certains ont le courage instinctif de s'échapper, mais la grande majorité, a fortiori les animaux dits d'élevage, est contrainte à endurer son calvaire sans comprendre ce qu'on lui impose. Contrairement à l'être humain, l'animal supporte la douleur avec une sagesse et une dignité étrangères à l'homme. C'est la non-considération de cette différence qui abaisse l'homme maltraitant. Au demeurant, tous les êtres vivants souffrent, gémissent et pleurent dans la même langue, celle du vivant malade, apeuré, qu'on a ignoré ou torturé. L'animal martyrisé reçoit le même poignard que l'enfant qu'on viole. Ah, ça plaît pas ces choses-là, hein. Et si ça plaît pas, c'est bien que l'homme considère que l'animal n'est rien par rapport à lui. Dans certains foyers, on achète un chien parce que c'est mignon un petit chien, puis ça fera du bien aux enfants. Mais on ne sait pas s'en occuper, on le prend sans tenir compte des caractéristiques de sa race, ni des besoins spécifiques à cette race. Au final, le chien est malheureux, il s'ennuie, devient peut-être caractériel et occasionne des dégâts domestiques. Il est réprimandé, battu, puni. Il paye le prix de l'imbécilité et de l'inconsistance humaine. L'animal domestique auquel on apporte des soins de première nécessité, mais auquel on ne parle pas, auquel on ne s'intéresse jamais, sauf quand il est dans les jambes et dérange, celui qu'on laisse dehors par toutes les saisons, parce qu'on estime que là est sa place, celui-là connaît un sort identique à celui de tous ces enfants dont on ne s'occupe pas vraiment bien, ou dont on croit s'occuper très bien sur le plan vital, mais desquels on étouffe les émotions et escamote l'éveil à la vie. Ces animaux sont comme les gens issus de ce même terrain broussailleux, tristes, accablés, fuyards peut-être. Ils attendent indéfiniment le jour où ils ne seront plus obligés de respirer. Mais ils semblent tellement expiègles quand on leur lance un jouet, quand on leur tend un bâton, tellement ravis d'entendre le bruit de la laisse pour partir en promenade. Parmi ceux-là, il y a peut-être ce chien qu'on a définitivement relégué dans le jardin et qui toute la journée se languit jusqu'au retour de sa petite famille. Les heures défilent sans que le moindre fait extérieur revête une importance quelconque. Il attend que quelque chose lui indique une raison justifiant sa présence en ces lieux ou encore sa présence en cette vie. Le contour des choses est habillé du gris terne de l'éteint, ce qui est éteint. Chaque journée ressemble irréparablement à la précédente, et demain, aussi blafard que la veille, s'éclairera de la lumière d'un jour que rien ne pourra davantage expliquer. Et enfin, ils arrivent. Alors il se lève, il accourt à leur rencontre, instantanément ranimé par une petite flamme, venue toute seule du fond de son cœur, réchauffer ce qui lui reste d'espoir encore intact. Et si tout allait changer maintenant? D'ailleurs, tout est possible. Les enfants le caressent et jouent 1 minute avec lui jusqu'au seuil de la porte. Tout le monde passe, tout le monde entre. Mais au moment où il va pour les suivre, car il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête, la porte lui retombe lourdement sur le nez. Il regarde hébété autour de lui, puis de nouveau regarde la porte, puis encore alentour. Et si cette porte allait se réouvrir? On l'avait pourtant vu. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi m'ont-ils pris avec eux s'ils ne m'aiment pas?
Et pourquoi ne m'aiment-ils pas, moi qui les aime si fort? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il aura la réponse. Il n'a plus qu'à retourner se coucher pour attendre une autre occasion. Qui sait? Peut-être. Se coucher pour suivre dans un demi-sommeil ou dans l'entre-deux-mondes ces formes indécises avec lesquelles il joue comme on chiffonne des moires, des bribes de souvenirs heureux du temps où il était petit, quand il soufflait sur les miroirs, lui renvoyant son image pour la première fois. Il en fixait la trace, puis s'étonnait de voir l'empreinte de son museau rétrécir et disparaître. Ces passagers de l'absence ont une infinie patience. Ils observent l'homme qui ne les voit jamais et qui se dit son maître. Ils absorbent son mal. Ils l'aident à porter ses fardeaux invisibles. Ils aspirent tant qu'ils peuvent les énergies néfastes de la famille ou de la maison dans laquelle ils se trouvent, les tensions, les disputes, les dépressions, les chagrins. Ils vont même parfois jusqu'à s'emparer des maladies pour éviter que l'être humain les développe plus tard. Ils regardent l'humain vivre, lui qui ne sait rien d'eux et croit pourtant tout en connaître. Certains, encore plus que d'autres, grands sages en leur espèce, acceptent de mourir physiquement afin d'emporter avec eux dans une autre dimension des énergies très destructrices que l'humain n'est pas encore prêt à lâcher, lesquelles, à son insu, l'empêchent d'évoluer et sont autant de boulets à ses pieds. Aucun humain n'est capable d'un tel acte d'amour. L'homme préfère laisser ses enfants tirer les poils des oreilles ou de la queue de l'animal de compagnie qui souvent tolère placidement, parce qu'il faut bien que les enfants s'amusent. Jusqu'au jour où, las de supporter les marques du bannissement, des rodomontades et les excès de la bêtise humaine, il joue les kamikazes, attaque et blesse. On dira qu'il était méchant, devenu fou. L'homme est incapable de se remettre en question dans ces circonstances, dont par ailleurs il peut tirer le parti d'avaliser la preuve qu'il faille toujours se méfier d'un animal, car c'est une bête, et une bête reste une bête. Également certifier que la vie soit un patchwork d'injustices, d'épreuves et de malheureux hasards. On dit « Je t'aime tellement que je donnerai ma vie pour toi ». Et on s'empresse d'ajouter « s'il le fallait ». Mais personne ne le fait, ni ne le ferait. L'animal, lui, s'exécute. Durant la dernière guerre mondiale, les résistants se sont parfois sacrifiés pour que d'autres ne meurent pas. Mais ils ne l'ont pas cependant toujours fait par amour. Ils se sont laissés mourir au nom de l'honneur, du devoir, de la patrie, etc., etc., etc. Considérant cette délivrance comme le moyen de mettre fin à des tortures qui de toute façon les auraient tués. Autant de constructions mentales bien huilées dont on active encore au besoin le nerf conducteur, malgré qu'elles s'inscrivent sur la liste des jougs de l'humanité. L'animal, lui, ne calcule pas où se trouve son intérêt. Il se sacrifie quand il sait qu'il n'y a pas d'autre solution pour venir en aide à son humain. Bref, certaines personnes prétendent toujours savoir mieux que l'intéressé ce qu'il ressent pour l'animal, ce que l'animal pense, pourquoi il a mal, ce qu'il convient de déduire de tel ou tel comportement, ce qui prête à sourire quand on sait qu'elles ne possèdent pas pour elles-mêmes, ces personnes, les bonnes réponses. Alors, quant à affirmer ce qui serait bon pour leur chat ou leur chien,
L'homme ignore les causes réelles de ses propres maladies, pas davantage il n'est apte à saisir ce qui motive celle de son animal. Quant à lui faire entendre que l'énergie de transformation est à l'œuvre dans tous les organismes, y compris dans le corps d'une bête, ah ah! Surtout si l'on ajoute que l'animal plus que l'homme est conscient de ce qui lui arrive. En matière de bobologie, a fortiori s'il s'agit de problématiques plus sérieuses, il ne faut pas se hasarder à diagnostiquer trop vite une pathologie connue, ainsi que les symptômes apparents semblent l'indiquer. En tout état de cause, si la pathologie existe bel et bien, l'on ne saurait se contenter de soigner uniquement par les méthodes traditionnelles. Il faut parfois savoir consacrer beaucoup de temps et de patience pour obtenir un retour à l'équilibre, envers et contre tous les détracteurs qui se plaisent à vous démontrer que vous feriez mieux de vous résoudre au verdict que la science a posé. Il se trouve que de nombreuses causes à propos desquelles on fait appel à moi, et on fait appel à moi quand l'orthodoxie s'avoue impuissante et désespère le propriétaire d'un animal en détresse. J'en veux pour illustration plusieurs cas où seule l'énergie répare ce que le mental ne peut vaincre. Celui de ce poulain rejeté par sa mère dès les premières heures de la naissance et qui, devenu jeune cheval, s'est trouvé complètement désocialisé. Il se montrera agressif et dangereux, principalement à cause du fait qu'il ait intériorisé les énergies de l'homme qui l'aura fait grandir durant les 3 premiers mois. Il lui aura servi de mère et de modèle en quelque sorte, mais c'était un homme fracturé par une enfance de sauvageon et une vie en échec, un homme à la psychologie primitive, despote, névrotique, alcoolique, immature, impulsif, tyrannique. Il me faudra de la persévérance pour faire admettre à la propriétaire de ce cheval, mentalement massacré, que le retour à l'ordre passe par la réparation du passé éducationnel et de l'ouverture d'esprit de cette dame, qui est elle-même la fille du névrosé en question dont je viens de décrire la caractérologie. Les chevaux ne sont jamais naturellement rétifs. Ils s'attaquent, s'ils s'attaquent, chargent ou mordent. C'est que la main de l'homme leur a ouvert la voie de cette posture de défense. L'homme dominateur, pervers, se sera comporté en ennemi, en prédateur, et le cheval n'oublie pas. En plus, sa très grande sensibilité fait que, comme tout humain traumatisé, ils vont développer des comportements en réaction. Tout comme l'être humain, encore une fois, l'animal apprend à se comporter et à réagir aux circonstances de son environnement en fonction des climats émotionnels qu'il est amené à rencontrer durant les premiers temps de sa croissance. Tout comme chez l'être humain, un encodage cellulaire s'établit, une mémoire réactionnelle se constitue, elle se réveille, tout comme la nôtre, quand des situations particulières conduisent, dans le présent, à raviver un choc préalablement vécu. Le sujet répond alors selon la programmation cellulaire de son cerveau. Il répond à l'ordre qu'il a reçu dès le début de la vie. Dans ce type de cas, lorsqu'elle est bien menée, mais les virtuoses sont rares, l'éthologie comportementale équine peut produire de prodigieux résultats, mais j'y mets quand même encore des guillemets. Plus encore, le seul remède, comme en toute chose, c'est l'amour, c'est-à-dire le soin énergétique du cœur, savoir redonner le souffle de vie, raviver la présence de la source, là où la conscience des premiers Anunnaki avait tout obscurci. Et puis, autre exemple, il y a eu ce cheval d'une dizaine d'années, tombé plusieurs fois en quelques semaines, toujours au même endroit sur son parcours habituel de galop. Il se blesse au pied sans gravité, il est parfaitement soigné, il s'en remet et continue sa vie tout à fait normalement. Un jour cependant, il se couche dans son box et ne s'en relève plus pendant presque 6 mois. L'animal s'alimente frugalement, il se couvre d'escarres et ne trouve plus ni l'envie ni la force de se redresser sur ses jambes.
Les spécialistes équins se relaient à son chevet, sans déceler une origine organique à laquelle on puisse imputer la cause du blocage moteur. Ses propriétaires ne se résolvent pas à l'euthanasie, heureusement, et font appel à mes travaux. Nous sommes alors géographiquement séparés par des centaines de kilomètres. C'est donc par téléphone que je procède à l'état des lieux, on va dire ça comme ça. La première vision s'impose à moi avec une violence qui me submerge. L'énergie, comme souvent, m'introduit au centre des entrailles du sujet, et cette fois pourtant je suis comme laminé en constatant les dommages. Le degré de putréfaction avancé. Ce n'est plus un cheval vivant, mais une carcasse, abritant des parasites, s'employant à sa décomposition. Par ailleurs, et ce dernier point par-dessus tout m'affole, la colonne vertébrale est vibratoirement sectionnée au niveau des reins. Devant mes yeux stupéfaits, se dessine la représentation de la fracture, tels deux rails qui se seraient chevauchés sous la pression d'une effroyable collision. Je suis prête à déclarer forfait quand l'énergie fige mon mental et gèle l'instant en suspens. On me dit comment tu peux pas faire ça, mais t'as pas compris que c'est pas toi qui fais. Alors une fois que oui effectivement j'arrête de refuser. Donc voilà, excessivement lentement, de nouveau l'image s'anime, et avec le temps, j'ai appris bien sûr à ne plus interpréter ni à intercéder en aucune manière. Je reste donc spectateur et me laisse conduire. Et bien sûr, s'il faut intervenir, j'en suis averti. Et alors là, très doucement, l'énergie commencera par raccorder les deux segments de la colonne vertébrale, d'abord en éloignant les deux portions l'une de l'autre, et afin de les replacer dans le bon axe. Ensuite, elle les rapprochera et procédera à l'exact rejointement. Tout mon corps ressent à ce moment-là la puissance de ce raboutage extraordinairement précis, méthodique et méticuleux. Je suis moi-même à ce moment-là traversée par l'intensité de l'influx que le grand œuvre transfuse jusque dans la moelle épinière, écartant généreusement la démarcation qui d'ordinaire sépare la mort de la vie. Je verrai s'effectuer le pansement, entre guillemets, énergétique, autour du point de commotion. Puis, je vois la source irriguer l'organisme tout entier avant de revenir à ma conscience. Et personnellement, je ne saurais plus m'étonner d'assister à l'improbable, mais je m'autorise cependant pas toujours à démontrer ou à détailler ce que je viens d'observer. Dans le cas présent, ces personnes n'auraient pas compris, et quand l'humain ne peut pas se représenter concrètement quelque chose, il se raccroche à ce qu'il connaît déjà. Ils auraient pu prendre peur et vilipender cet acte en le confondant avec une forme de magnétisme ou de quelconque magie. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance d'un soin pratiqué d'énergie à énergie en l'absence de toute volonté humaine et par conséquent sans support, sans théorie et sans aucune limite. Ce type de situation risque de provoquer le mépris, le rejet et la fureur des médiocres. Je préfère donc me taire, en les avertissant néanmoins que le soin s'est avéré aussi complexe qu'insolite. De fait, il convient d'émettre des réserves quant à présumer de l'assurance d'une guérison, également quant à présumer des formes de cette guérison et de ses proportions. Il me sera communiqué une semaine plus tard que le cheval s'était remis debout, et enfin, après plusieurs mois, j'apprendrai fortuitement qu'il a recouvré une pleine santé et gambade dans son pré. Mais ça, personne ne viendra me le dire, sauf un témoin qui me connaît. Je voudrais également citer le cas de ce chien de très grande taille, diagnostiqué porteur d'une arthrose dégénérative de naissance, aggravé d'une rupture des ligaments croisés qu'il convient d'opérer, soi-disant. Heureusement, ses gardiens se refusent à envisager ce qui ne peut aboutir qu'à un saccage, conduisant inévitablement à l'euthanasie à court terme. J'aurais besoin de toute une année pour faire convenablement remarcher ce chien, qui d'ailleurs ne reboîtera plus jamais de sa vie. Encore deux autres cas, celui de deux dogs allemands atteints ensemble et par contagion de gale purulente, considérée mortelle à ce stade. 2 séances seront nécessaires.
À l'issue de la première, la peau cesse de suinter, et après la seconde, la cicatrisation devient significative et se poursuivra jusqu'à complète guérison. Enfin, celui d'un chat, encore jeune, en phase d'agonie, terrassé par une jaunisse face à laquelle le vétérinaire se déclare inopérant. J'explique à sa gardienne démoralisée les motivations énergétiques ayant généré le symptôme. Je pratique à ma façon un soin à distance. Quelques jours plus tard, elle me téléphone pour m'annoncer que son chat est en pleine santé, qu'il s'alimente de nouveau, qu'il a retrouvé sa joie de vivre et ses jeux. Elle ajoutera qu'elle a quand même pris la peine de le ramener chez le praticien pour faire constater la guérison inattendue. Et elle me précise: mon vétérinaire n'a rien compris, il ne s'explique pas comment c'est possible. Il est toujours plus simple et plus facile de communiquer directement avec une bête. À la différence de l'humain, auquel il faut nécessairement tout expliciter, et pas toujours avec succès d'ailleurs, l'animal, lui, connaît l'énergie. Intuitivement, il comprend la raison de ma présence et la nature de mon soin. Tous les communicateurs animaliers savent cela. Toutefois, l'humain n'est pas systématiquement l'agent de liaison entre son animal et mon intervention. Il arrive couramment d'apporter l'aide à des animaux qui me le demandent et l'attendent, simplement en m'arrêtant quelquefois au bord d'une route, quand une bête au milieu d'une prairie, parfois même le troupeau entier, s'est manifesté en ce sens. À d'autres moments, j'interviens spontanément à la vue d'un chien triste, attaché dans une cour, un oiseau assommé venant de heurter une vitre qu'il faut ranimer. Il y a tellement d'occasions de dialoguer directement avec l'animal et de lui porter secours. Et il n'empêche bien sûr qu'on essuie aussi des échecs. D'une part parce que, acteur principal d'un contexte donné, l'animal choisit certaines fois d'entretenir sa pathologie et même de sombrer dans la mort, quoi qu'on fasse pour lui. D'autre part parce que souvent, le propriétaire ne saisit pas l'opportunité que lui fournissent les circonstances pour évoluer lui-même. Il ne remarque pas le rapport de cause à effet le reliant à son animal, ou l'effet miroir aussi. Or, personne ne peut modifier quoi que ce soit contre ou sans l'autre. Les conditions par lesquelles l'animal perçoit les émanations culturelles et émotionnelles délétères du lieu où il vit se trouvent alors reconduites après un soin tel qu'elles se présentaient auparavant. Et dans ce cas de figure, on ne peut pour autant parler d'un succès. L'énergie respecte simplement la volonté du vivant qui ne souhaite pas se réformer. Elle ne peut que momentanément tonifier les défenses immunitaires de l'animal et lui fournir les forces nécessaires afin qu'il poursuive son engagement un peu moins difficilement. Les professionnels du soin vétérinaire ne démentent pas les versions mal inspirées. Ils en rajoutent même, car on commet dans ce milieu des erreurs semblables et aussi ridicules qu'en médecine ou en psychothérapie humaine. Les comportementalistes animaliers expliquent beaucoup de choses en lien avec l'instinct ou en lien avec les phénomènes d'appartenance à la hiérarchie d'un groupe, et l'on s'en tient aux normes et à l'expérience livresque. Résultat, certains animaux sont soignés pour ce qu'ils n'ont pas, d'autres ont à pâtir d'un traitement trop lourd ou inapproprié, les suites post-traumatiques à observer se révèlent parfois encore plus inadaptées. Ainsi, je fus appelé pour soulager notamment des équidés contraints à des traitements au long cours pour des pathologies respiratoires, pourtant définitivement et rapidement disparues après détection de véritable origine du mal. L'emphysème des chevaux est une pathologie tenue pour irréversible et dégénérative, devenant chronique et s'aggravant avec le temps. Mais là, comme partout où la science confesse ses limites, les soins énergétiques réalisent souvent des merveilles, à condition toutefois que le contexte mental des propriétaires s'y prête. Car, à l'instar des pathologies vibratoires, donc respiratoires humaines, ce trouble
indique combien l'homme a vandalisé l'espace vital autonome du sujet emphysémateux. Il s'agit donc de réinitialiser en l'animal la notion d'autorisation à respirer sa vie pour lui-même et par plaisir. On veillera également, comme pour toute indisposition due à des agents allergènes, à rééquilibrer le microbiote parasité à l'origine des défaillances du système immunitaire. Je pense notamment à un cas particulier où le cheval lui-même m'avait demandé le soin alors que je rendais visite à sa propriétaire dans un tout autre but. Après mon passage, les crises d'emphysème se ralentirent d'abord en intensité, puis en rythmicité, et plus tard sa propriétaire me confiera qu'elle avait dépensé des milliers d'euros en frais vétérinaires, examens, médicaments, sans aucun résultat, tandis que 4 mois après mon intervention, l'emphysème avait complètement disparu. Et je précise que j'ignorais au moment du soin, la moitié du poumon manquait à ce cheval. Ma présence fut également requise auprès de chevaux condamnés à la réclusion quasi totale, en tout cas définitive, suite à des atteintes complexes aux membres, alors que quelques séances m'auront suffi à les rendre à nouveau libres de leurs mouvements et sans boiterie. Sous l'œil ébahi du propriétaire, des engorgements du pied ou de la jambe, par exemple, se réduisaient visiblement pendant le soin, alors que les thérapeutiques classiques préalables n'y étaient pas parvenus. Lorsque finalement on appelle un vétérinaire au chevet d'une bête, il y a résurgence de cette vieille idée reçue consistant à croire que l'animal ne souffre pas vraiment. Alors quand par exemple un cheval refuse de laisser soigner une plaie ouverte ou tout autre mal qui le torture, on lui impose ce qu'on appelle le torner. Du verbe tordre, le nez, un mot composé, torner. La moraille, ça s'appelle aussi une moraille, est un instrument qui sert à pincer puis à tordre les naseaux du cheval pour qu'il se tienne tranquille. Si l'épouse de l'homme qui se rend capable de telle ignominie lui appliquait le même traitement chaque fois qu'il veut la forcer au lit, peut-être que... Enfin, juste peut-être. En général, tout dépend de la suprématie de l'homme, de ce qu'il déduit et des postulats sur lesquels il s'appuie la plupart du temps pour certifier ses inepties. La bouche déchirée par l'hameçon, le poisson ne hurle pas au bout de la ligne. On en déduit qu'il ne souffre pas. Un récent profil de pêcheur du dimanche s'exerce même à le remettre à l'eau aussitôt qu'il est pris. Cette technique dite de graciation n'est qu'un leurre. Le poisson supporte une épreuve semblable à celle de tous ceux que l'on ferre. La remise à l'eau n'apporte pas la preuve que la bête n'ira pas plus loin mourir, davantage des suites du stress, plus encore que de la blessure à sa bouche. Au nom de la bonne vieille formule selon laquelle « je n'ai rien vu, donc il ne s'est rien passé », l'homme a la conscience tranquille une fois de plus. L'humain continue à agresser l'animal juste pour son loisir, juste pour son plaisir. Et lorsqu'un poisson meurt par étouffement, car on n'achève jamais les poissons, il suffoque autant qu'un homme qui succombe par œdème pulmonaire. L'homme s'acharne aussi beaucoup sur ce qu'il nomme sa plus belle conquête, c'est-à-dire le cheval. À moins d'en avoir été le triste témoin, on ne saurait imaginer jusqu'où l'humain peut régresser en perpétrant des actes les plus condamnables sur ces espèces qu'il peut contraindre à le servir. Les équidés s'inscrivent malheureusement dans cette catégorie. Après les avoir rudement dressés pour combattre sur les champs de bataille, puis les avoir utilisés comme bêtes de somme, on les persécute aujourd'hui pour que l'homme s'amuse. Tourisme et club équestre, univers des courses hippiques. La vie d'un cheval est une longue, très longue épreuve, au terme de laquelle on le respecte encore moins qu'au début, parce qu'il n'est plus utile. Il n'a plus aucune utilité. Tant qu'il travaille, entre guillemets, il fait exactement ce qu'on lui demande, il est traité à la mesure de ce qu'il rapporte. Ensuite, il devient une charge
et bien souvent, à moins qu'il ne termine à l'abattoir, l'homme le laisse mourir dans des conditions indignes. Dans le milieu des courses, certains chevaux valent des fortunes. Ils sont briqués comme des cuivres dans les cuisines d'un roi. Mais attention, n'allez pas en coulisses des centres d'entraînement ou des haras. Vous seriez effaré de constater les procédés par lesquels on les brime, on les sous-alimente, afin qu'ils fournissent la performance attendue, au terme de laquelle la récompense alimentaire varie selon les résultats produits. Tout ceci avec la plus grande prudence et l'art de ne pas outrepasser les limites du supportable pour la bête, ainsi que celles du tolérable pour l'observateur en visite. Idem pour les chevaux de spectacle et les animaux de cirque en général. Ce sont de véritables tortures. On vous dit et on vous répète que pour remporter une victoire, pour obtenir qu'une bête ou dans une quelconque prestation, il faut se garder d'employer la force, encore moins la violence, là non plus, n'allez surtout pas en coulisses. J'en dirai pas plus. La monte western aussi, c'est très intéressant. Par exemple, le style d'équitation particulièrement brutal et traumatisant pour le cheval dénote exactement le caractère du cavalier. Incompétent, désarmé et donc dictatorial. Mais on vous regarde droit dans les yeux pour prétendre haut et fort, c'est le cheval qui demande. Ah ben oui, c'est vrai que dans la nature, ça doit lui manquer. De même que les courses hippiques et les courses d'endurance et CSO, ah oui, ça doit lui manquer ça. L'homme aime voir souffrir la bête, surtout si ce n'est pas lui le bourreau. Il s'en défend, mais c'est un fait. La douleur et la mort d'un animal contraint sont des thèmes de spectacle. Parmi les plus prisés, on connaît bien sûr la tauromachie. On peut également citer les courses équestres ancestrales du Palio à Sienne. D'autres manifestations de ce type sévissent également au Moyen-Orient, ainsi qu'en Mongolie, mais je dois en oublier. 2 fois par an, donc les courses du Palio, 2 fois par an, un groupe de cavaliers s'affronte au beau milieu des rues pavées de la ville. Une seule règle, courir les 3 tours de piste avant tous les autres. Les chevaux sont montés à cru. Dans une ambiance survoltée, des milliers de spectateurs affluent pour assister à un fleuron de violence gratuite, prototype du déchaînement de la bête humaine sur l'animal réduit en esclavage. Des chutes terribles et des morts, évidemment pour les chevaux qui glissent, dérapent et se piétinent. Mais l'homme en redemande, il applaudit, il hurle de joie, puis va manifester son indignation contre les violences urbaines, contre la guerre, contre les camps de torture et les pogroms. De l'homme au cheval, la seule relation qui vaille, celle que je défends et approuve de toutes mes forces, et, je le répète, l'animal en liberté, nourri, soigné et regardé avec le véritable amour, le regard d'âme à âme et non de l'humain à l'animal. À ce stade, l'individu a déjà gravi d'immenses paliers vibratoires. Les énergies humaines et animales peuvent alors s'harmoniser, ne plus faire qu'un, pour vivre des instants de complicité joyeux et légers, une pratique assurément en développement, mais encore trop sporadiquement répandue. L'homme ne sait plus très bien où réside sa sensibilité, ni comment se situer par rapport à elle. Comme il semble obligé de se pincer pour s'apercevoir qu'il existe, comme il refuse de s'avouer qu'il est susceptible de s'émouvoir à tout moment pour de bon, il fabrique des robots auxquels il attribue le rôle d'animal de compagnie, ça ne mange pas de pain. Pour les mêmes raisons, on a créé la mode des nouveaux animaux de compagnie. C'est vrai qu'il paraît difficile de pouvoir entretenir une vraie relation sensible avec un iguane, un crotale ou une mygale. Et puis toujours en matière d'exploitation animale au service de l'homme, on peut déplorer ce que d'aucuns déclarent merveilleux, c'est-à-dire le recours à la médiation animale. Alors ça a le don de me faire dresser les cheveux sur la tête, même s'il m'en reste plus beaucoup. Mais dans cette catégorie, je répertorie les chiens dressés pour alléger le quotidien des personnes en situation de lourd handicap,
tels par exemple les chiens guides pour les aveugles ou toute autre personne présentant un type d'invalidité incapacitante. Les chats et les chiens astreints au rôle d'agents apaisants dans les maisons de retraite également, et établissements médicalisés pour personnes âgées en situation de dépendance. Il y a aussi, on peut dire, les chevaux de club spécialisés pour l'accueil d'enfants et d'adultes en déficience motrice ou cérébrale, exclusivement destinés à la rééducation de l'humain par le contact avec l'animal. On cite également les chiens d'assistance au secourisme ou à la détection des explosifs. C'est incroyable, enfin, on a des drones quand même. Ah ben non, on préfère que ce soit du vivant. Alors, dès le plus jeune âge, chacune de ces bêtes doit supporter des méthodes intolérables de dressage rigoureux afin d'être ensuite exploitées en guise de robots vivants. Elles demeurent, ces bêtes, les souffres-douleurs d'une population ne maîtrisant pas plus la portée d'un geste que celle d'une émotion le plus souvent inappropriée. L'homme n'a pas l'intention d'utiliser sa si chère technologie pour avantageusement remplacer les abus perpétrés sur des êtres vivants dont la souffrance morale ne retient jamais l'attention humaine. Certes, de nombreuses personnes adultes éveillées cohabitent délicieusement et intelligemment avec l'animal, sans bêtifier, sans faire d'anthropomorphisme, sans l'humaniser non plus, sans juste en le traitant pour ce qu'il est avec attention sincère, gentillesse et respect de tous ses besoins qui le caractérisent. Parmi elles, certaines recueillent et accueillent et incitent les animaux que l'homme a blessés de l'intérieur à découvrir une vie meilleure. D'autres, notamment les communicateurs animaliers, apprennent aux personnes à dialoguer sainement avec leur animal. À leur manière, toutes ces personnes contribuent à restaurer la relation émotionnelle grandement endommagée entre l'homme et l'animal. Certes, des associations de protection de la nature et des espèces accomplissent également souvent dans l'ombre une tâche magnifique. Toutefois, certaines d'entre elles, plus célèbres et mieux mises en lumière que d'autres, se sont empêtrées dans le piège récupérateur de gros sous ou de notoriété glorieuse. Le projet initial procède sans doute d'un sentiment authentique, mais dans bien des cas, les cibles ayant été visées à la sarbacane, l'impulsion du démarrage n'est pas suivie de résultats concluants. On échange le lance-pierre contre une grosse Bertha. Les élans fédérateurs sont ainsi enfourchés par ceux qui les fécondent pour générer un créneau idéal rapportant beaucoup d'argent en réalisant de la bonne action. Entre guillemets, bien sûr, la bonne action. À l'image des regroupements sociaux, des associations en faveur de la solidarité, de la recherche ou de la santé, le concept idéaliste officialise un alibi ou un bouclier pour normaliser l'expression d'une rage bassement humaine. La belle initiative transforme ces généreux participants en audacieux pionniers voulant avoir raison en imposant leur ordre du monde. Ensuite, on crée une signature, un logo ou un nom autour duquel vient piailler la basse-cour. C'est comme pour l'achat d'un vêtement, on paye la marque mais pas la qualité. D'ailleurs, lorsque, dans l'urgence, on fait appel aux robustes turbines de ces associations afin de régler promptement un cas extrême, on reçoit d'abord une invitation à s'inscrire pour passer du statut de sympathisant à celui d'adhérent, moyennant finance évidemment, et puis après on se débrouille parce que l'aide ne vient jamais. Alors, ce ne sont pas là des on-dit ou de je crois que, je ne suis pas seule à en avoir concrètement vécu la mésaventure, et conséquemment, il vous vient l'idée que l'efficacité de ces grandes enseignes du secours animalier ne repose que sur leur com. Un petit nombre de mouvements revendiquent l'exclusivité du savoir militer pour la sauvegarde des espèces animales en voie d'extinction. Ils prétendent vouloir changer le monde en perpétrant des actions musclées ou en s'interposant quasiment militairement face aux gangs massacreurs en pleine action. Ces entreprises sont généralement conduites par un leader à l'ego infatué qui spécule sur la crédulité des adeptes de l'écologie de masse
pour convertir à son profit ses opérations spectaculaires en morceaux de bravoure exemplaires. Or, ces coups de poing ne sauraient en aucun cas reconstruire le monde. On s'éternise là, dans l'esprit des luttes du 9e ou 10e siècle, et ce n'est pas un progrès. On l'aura parfaitement compris maintenant, les gesticulations bellicistes sont vaines. Ce sont des attitudes d'humains attardés. Ce ne sont pas des actions, mais des réactions, des fulminations de primates idéalisant forcément le statut du héros. La démarche de ceux qui les pratiquent ne tend pas vers une édification positive des systèmes. A contrario, elle s'inscrit dans une logique de combat, un état d'esprit qui, précisément, doit aujourd'hui s'extraire de l'homme. On peut accomplir des prouesses que les moins évolués, notamment, appellent miracles. On peut changer le monde depuis son fauteuil. Quel que soit le domaine concerné, la personne ne devrait penser qu'il faille systématiquement user de manifestations agressives pour obtenir gain de cause. L'individu armé de la conscience de son entièreté dispose de tous les pouvoirs et personne n'est inutile ou impuissant. Seulement parfois, l'humain croit encore pouvoir vaincre par ses propres moyens. Il a l'esprit de la séparation. Il n'a juste pas encore compris à se servir des bons outils. Lorsque l'homme se met en colère et part en lutte, il ne mesure pas l'envergure du piège dans lequel il chute. Il ne voit pas qu'il sert d'automate. Il se fait instrumentaliser par les égrégores d'énergie noire du monde, issus du mental humain et diligentés par les forces gouvernant véritablement ce monde, celles qui détraquent les climats et amplifient nos peurs du réchauffement de la planète, celles qui développent les pandémies et nous incitent à nous vacciner pour nous polluer et nous affaiblir davantage, celles qui provoquent les motifs de conflit et attisent les haines afin que s'installent les chaos. Chaque fois qu'il veut changer quelque chose par la force, l'homme contribue à ce que perdurent et s'aggravent les systèmes qu'il souhaite précisément abolir. Et parce qu'encore une fois, tout est question de vibration. Si l'homme ne grandit pas, s'il ne peut pas poser un regard plus élevé, plus noble sur la vie, rien ne change. Le secret réside en chacun, et encore une fois, tout est vibratoire. Les faits, les événements, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ne comptent pas. Par contre, l'évolution de la vibration interfère sur ce qu'on dit et ce qu'on fait. En cessant de nourrir ces égrégores que d'aucuns appellent le gouvernement mondial, en cessant de répondre à leurs besoins de maintenir la Terre dans la cécité, l'égarement, la dualité, en cessant de croire que tout ce qu'on lui raconte est vrai, en cessant de s'enflammer pour des causes qui ne sont pas les siennes, l'homme parviendra à démanteler ce fonctionnement primitif et pervers, mais seulement à ce prix. On ne peut ambitionner de changer les comportements de ceux que l'on considère comme ses ennemis en appliquant des méthodes similaires à ces derniers. Et pas davantage. L'on ne peut espérer globalement élever le niveau de conscience mondiale en conservant le sien propre dans l'obscurité, partant de haine au cœur. Souhaiter détruire ceux qui torturent l'animal ou engager contre eux une lutte frontale équivaut à entretenir la même racine mentale qu'un terroriste politique ou religieux, même QI dégénéré, même réponse émotionnelle simiesque, même niveau vibratoire qu'un pied de pissenlit. Il y a d'autres méthodes pour aboutir, mais celles-ci n'appartiennent pas au règne humain, et c'est pourquoi l'humain les dédaigne. Elles pourront pourtant un jour triompher de tout sans que l'homme se salisse. La loi a identifié l'animal comme étant un être vivant doté de sensibilité et à ce titre reconnu pour ressentir la douleur physique et morale. Elle prévoit par conséquent de lourdes sanctions assorties parfois de peines de prison pour tout constat de maltraitance avérée. Toutefois, ces 10 constats ne sont établis qu'au terme de démarches acharnées, au cours desquelles les requérants sont conduits à se décourager,
Quoi qu'il en soit, et à moins qu'il ne s'agisse de scandales publics compromettant l'équilibre sanitaire, les peines sont très rarement prononcées et encore plus rarement appliquées. Cependant, nous pourrions bien un jour avoir à rendre des comptes. Nous pourrions bien un jour avoir à nous acquitter de factures auxiliaires. N'oublions pas trop vite que toute cette désespérance, ces cris qui s'échappent des cours de ferme, des abattoirs, des laboratoires et autres endroits immondes où l'on manufacture la mort, vont s'inscrire dans la matrice akashique pour mieux retomber ensuite sur la planète d'où ils avaient préalablement émané, ceci par le biais de matérialisations aussi multiples et pertinentes qu'il y a d'endroits et de vies où sévir. À l'instar de l'humanité, le règne animal parviendra à un niveau de conscience supérieur à celui d'aujourd'hui. Cela ne renversera peut-être pas totalement les affectations, mais nous obligera quand même à nous comporter différemment si nous voulons toujours que les bêtes continuent à nous prodiguer leur aide, leur viande et leur compagnie, lesquels, quoique d'aucuns puissent immédiatement en penser, nous sont indispensables. L'on mesure l'état d'évolution d'un peuple à la manière dont il traite les animaux. Je l'ai dit au début de ce podcast, et je le répète, le jour où l'humanité considérera le fait que tuer un animal est un crime équivalent à celui de tuer un être humain, alors ce jour-là, l'humanité aura accompli un énorme pas pour rejoindre les octaves supérieures de la lumière. Voilà, mes amis, ce post très long, et je m'en excuse, mais je pense qu'il était nécessaire de mettre les choses en lumière pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Il y a encore bien d'autres choses à traiter sur le rapport humain à l'animal, énormément. Des comportements, des attitudes qui sont fonction de la mutilation mentale de l'être humain pour lui-même. Des attitudes infantiles et totalement primitives. Mais on n'est pas là pour juger. Tout ce que je viens de vous dire ici n'est pas un jugement, n'est pas un doigt pointé envers des coupables. Non, 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 non. Ce sont des constats. Le non-jugement, le constat, je veux dire, est absolument indispensable pour notre société. Mais le constat s'arrête là où le jugement commence. Et c'est toute la différence qui est pratiquée entre l'être humain évolué et celui qui ne l'est pas. L'être humain non évolué veut ramener tout à son image. Donc, il va juger celui qui ne pense pas ou qui n'agit pas comme lui. Mais celui qui veut changer la société observe la même chose. Donc, il constate, il met tout par terre, il dit voilà, ça c'est pas en place, ça c'est pas convenable, mais il ne juge pas. Parce qu'on sait très bien que si les êtres humains ne se comportent pas correctement, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas la maturité spirituelle suffisante. Ils n'ont pas compris qui ils sont. S'ils savaient qu'ils sont des êtres divins, ils ne pourraient jamais accomplir cela. Ce serait impossible. Impossible. Mes amis, voilà, j'en termine ici parce qu'il y aurait encore, je vous dis, tellement de choses à expliquer. Mais je tenais à faire ce petit constat et je vous souhaite une belle écoute qui porte à la réflexion. Et surtout pas ni à la rancœur, ni à l'accusation, ni à la peine. Lorsque l'on est témoin de choses pareilles, on porte la lumière sur ces choses terribles. Et cette lumière est transformatrice. Ça veut dire que là, on a compris qui on est, on a compris comment agir,
pour transformer le monde. On a reconnu qui on est, c'est-à-dire que une intention, une vibration, une pensée est tellement puissante pour transmuter toute chose. Je vous aime et je vous dis à très bientôt, mes amis.